Merci aux fidèles qui sont là depuis ce matin. Merci à ceux qui ont bien voulu nous faire le plaisir de nous rejoindre pour cet événement de la journée consacrée aux filières REP. Et au moment fort, pardon pour ce qui s'est passé avant, même si c'était très intéressant, mais ce temps qui nous attend, là, les 2 heures qui vont suivre, je pense que vous les attendez tous avec impatience. On a depuis ce matin beaucoup parlé des filières REP, avec optimisme, ai-je trouvé, n'est-ce pas ? Donc il y a des choses bien qui se sont passées depuis 20 ans, les perspectives sont plutôt positives, et il y a un point qui semble, comment dirais-je, conditionner l'avenir favorable du développement des filières à La Réunion, c'est malheureusement le transport. Voilà, donc on vous a réunis en cette fin d'après-midi pour discuter essentiellement de ce point. Valérie, est-ce que tu as quelque chose ? Pourquoi je gêne ? Je suis bien, mais je ne les vois pas sinon. Ah mais il ne faut pas qu'on me voie, je ne suis pas là pour qu'on me voie. Non, je suis très bien là. Enfin, si je ne gêne pas, je préfère être là. Donc, je vous disais qu'on va parler du transport. La crise sanitaire pour nos filières a également établi une nouvelle donne. Elle a notamment complexifié la prise en charge des déchets par les filières nationales globalement à 3 niveaux. Premier niveau administratif, avec un allongement des délais pour obtenir des autorisations nécessaires au transfert des déchets. Opérationnel, modification des modalités d'acceptation des déchets par les compagnies maritimes, et bien sûr économique, augmentation mondiale du coût des transports maritimes qui impacte non seulement les choses qui arrivent sur notre île, mais les choses qui doivent en repartir. Donc la question du transport, on va le voir, est véritablement au cœur de nos échanges. Je vais vous présenter nos intervenants que je remercie par avance d'avoir accepté de nous rejoindre cet après-midi. Merci Erika Barège, bienvenue. Vous avez été ministre et à l'origine de la loi Égalité réelle, et c'est à ce titre qu'on va vous demander peut-être de nous rappeler le contexte de cette loi et d'évoquer des pistes de travail. Christophe Debose, c'est bien comme ça qu'on prononce, corrigez-moi sinon. Vous êtes ex-directeur de Merckx et vous avez fondé une compagnie maritime qui s'appelle Siloguer, donc vous êtes expert maritime et vous allez intervenir avec votre accord ici aujourd'hui un peu en grand témoin, c'est-à-dire qu'on vous demandera de commenter chacune des interventions et d'y apporter votre touche. Pour la région, Fabrice Waro, vous représentez Madame la Présidente. Le dispositif d'aide du FEDER vise à compenser les surcoûts liés au handicap structurel de nos territoires. Il semblerait que les déchets ne soient pas fondamentalement au cœur de ce dispositif. Donc on travaillera, on fera un point sur le dispositif et ses évolutions possibles. Pascal Plante, bienvenue. Je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer tout à l'heure, mais merci de nous avoir rejoints. Vous êtes vice-président de Cap Business OI, l'Union des chambres de commerce et d'industrie. Comme disait feu Monsieur Cérizola de l'océan Indien. Vous avez pour ambition d'interconnecter maritimement les îles. Annick Ayat-Tissier, vous êtes avocate. On a toujours besoin d'un avocat près de soi. Vous interviendrez sur les enjeux juridiques liés au transfert des déchets. Et nous avons en visio, si la régie me le confirme, Christine Vignon. Êtes-vous là, Madame Vignon ? Oui, je suis là depuis Metz et je vous souhaite la bonne journée ou la bonne après-midi, la bonne soirée pour vous. Alors, ce n'est pas de chance que vous soyez à Metz, on aurait aimé que vous soyez avec nous, mais on est ravis de vous avoir. Vous faites partie de l'encadrement du PNTTD, Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets. En gros, c'est vous qui, administrativement, êtes un peu le sésame pour tout ce qui est transport de déchets entre notre territoire et les autres. Vous êtes un peu la clé de déverrouillage de toutes ces questions, donc soyez la bienvenue. Voilà, nos invités sont présentés. Je vais tout de suite donner la parole à Erika Barège. Donc, peut-être nous rappeler le contexte de la loi dont vous avez été à l'origine pour les Outre-mer, la loi de l'égalité réelle pour les Outre-mer. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Alors, un petit point de contexte, la loi Égalité réelle Outre-mer est une loi qui est arrivée en fin de mandature sous François Hollande et elle a été co-construite avec les territoires. Co-construite avec les territoires, ça veut dire que je m'étais beaucoup inspirée de mes visites ministérielles pour apporter quelques réponses sur ce que j'avais vu. Et c'est une loi qui a été adoptée à l'unanimité, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, donc elle a été transpartisane. Cette loi a pris naissance et a pour philosophie de se dire que nous sommes des territoires
océanique. Donc nous sommes dans un environnement océanique, insulaire pour la majorité, sauf la Guyane, et isolé du continent européen. Et le modèle qui est le nôtre, hélas, est essentiellement d'ancrer des relations culturelles, commerciales, sportives, etc., avec le territoire européen. Et ce que nous voulions par cette loi, c'est de changer l'approche et de voir avec des mesures très concrètes comment est-ce qu'on pouvait réancrer l'économie des territoires dans leur espace océanique. Par rapport à ces éléments, en quoi l'approche a changé et par rapport à la problématique qui nous concerne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut étudier comme piste ? Alors, on est parti d'une réalité que j'avais vue en Martinique lors d'un voyage où j'avais visité une entreprise qui transformait les D3E. Donc, ce déchet, ou en tout cas ce produit, était désossé jusqu'à l'ultime possibilité et toutes les matières et les matériaux étaient transformés en produits. Sauf que on est sur un petit territoire avec peu d'habitants et le modèle économique atteignait vite ses limites, c'est-à-dire que l'entreprise n'arrivait plus à se développer et ne pouvait avoir de l'espace dans l'avenir que s'il y avait énormément de subventions publiques. Voilà. Donc, elle était vite limitée. Or, leur démarche avait une vraie opportunité et était absolument vertueuse pour ce territoire. Alors, nous nous sommes dit, comme nous sommes sur la zone Caraïbe et qu'il y a un grand bassin, Guadeloupe, bien sûr Guyane, ça c'est pour les départements d'outre-mer, mais aussi tout le bassin Caraïbe, je m'étais dit, ce serait intéressant pour pouvoir passer sur un autre modèle économique que nous puissions intervenir sur le coût de l'import-export, si je puis dire, de ces futurs produits, mais déchets au moment où nous parlions. Et c'est comme ça qu'est née l'aide au fret. L'aide au fret, c'est l'article 71 de la loi égalité réelle. L'aide au fret pour ces déchets à l'import-export entre les DOM, mais également DOM et collectivités, et tout pays tiers à l'Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet article de la loi a été appliqué, puisqu'il a fait l'objet de décrets d'application, et il était prévu que le budget affecté à cette aide au fret était voté chaque année dans le cadre de la loi de finances, ce qui a été fait en 2018, puisque la loi de finances prévoyait 3,8 millions affectés à cette dépense d'aide au fret. Il se trouve que les Antilles l'ont mis en œuvre et la Réunion ne l'a jamais mise en œuvre, ce qui est une faute. Alors, à cause de quoi? Ou j'allais pas dire de qui, mais qu'est-ce qui a manqué comme réactivité pour que nous puissions bénéficier de cette aide? La réponse sur l'ignorance n'est pas la bonne réponse. Je ne voudrais pas faire... Nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Donc, si j'exclus l'ignorance, je pense que ça peut être aussi des postures assez mortifères, mais hélas qui existent en termes de postures politiciennes. Et peut-être aussi, mais là c'est plus sûr ou plus sérieux, je l'espère, c'est aussi parce que nous n'avons pas d'approche d'ancrage océanique de notre économie et que nous pensons absolument que le lien hexagonal est unique. Le cordon ombilical. Le cordon ombilical est unique et c'est des solutions qui bien souvent sont des solutions paresseuses.
Parce que si nous voulons développer, je parle d'un point de vue collectivité territoriale et approche politique, je ne parle pas de la volonté, bien sûr, des acteurs économiques. Si nous voulons développer cette relation économique avec la grande zone, je dis la grande zone parce qu'il y avait des éléments qui étaient convergents et très favorables. La loi égalité réelle telle que je viens de vous la citer, mais il y avait également la loi Letchimy qui avait fait l'objet d'une ordonnance que j'avais moi-même signée avec le ministre des Affaires étrangères, qui prévoyait que nous puissions développer des stratégies de coopération beaucoup plus capées dans nos bassins océaniques, d'une part. D'autre part, étendez le bassin de rayonnement, non pas juste sur la zone COI, mais élargissez jusqu'à même l'Australie pour ce qui nous concerne. Donc, nous voyons bien, et la possibilité donc de, dans certaines mesures, avec certaines précautions et avec un peu de temps de négociation avec le ministère des Affaires étrangères, mais néanmoins nous placer dans une nouvelle approche de la coopération régionale qui était plus dans une approche stratégique. Et dès lors, à partir du moment où on identifiait des sujets absolument essentiels pour un territoire, tels que le traitement des déchets, à partir du moment où la loi égalité réelle nous permettait d'avoir une aide au fret pour accompagner le développement de cette volonté-là, à partir du moment où on pouvait faire des relations avec le MAE tel qu'on ne l'avait jamais fait, les trois éléments, me semble-t-il, en tout cas, à effet levier, étaient réunis pour que nous puissions engranger quelque chose. Il n'est pas trop tard. C'est la question que j'allais vous poser. Le fait que l'argent n'est pas utilisé, est-ce que la loi de finances renouvelle cette enveloppe ? La loi de finances, vous savez, c'est toujours, moi qui étais députée et ministre, c'est toujours l'enjeu de chaque débat. S'il n'y a pas la demande qui remonte de façon très volontaire des territoires, s'il n'y a pas de projets qui ont fait l'objet de financement de ces lignes, très clairement, les lignes disparaissent. On a une chance, mais je n'ai pas la visibilité de ce qui s'est passé encore ou ce qui se passe encore aujourd'hui sur les Caraïbes. Mais si, sur la Caraïbe, l'application de l'article 71 de la loi égalité réelle est effective et continue à être effective avec derrière des créations d'emplois, une avancée dans les relations dans les pays de la zone Caraïbe, alors il faudrait que la Réunion, dans des relations gouvernementales et dans des débats législatifs, et ça tombe bien puisque nous sommes en plein débat sur PLF, PLFSS, eh ben, c'est maintenant qu'il faut rentrer dans le débat législatif à l'Assemblée nationale et au Sénat pour faire remonter ce qui a marché ailleurs et qui pourrait être complètement marché ici, en réunissant la démarche Mayotte-Réunion, ça c'est la base, et puis étendre dans les relations que vous avez déjà avec l'Afrique de l'Est, Madagascar et autres territoires. Et je veux dire, maintenant, si ça a été fait aux Caraïbes, on peut le faire à La Réunion, il faut le faire à La Réunion. Il me semble que c'est une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer parce que s'il n'y a pas d'action, il n'y aura plus d'argent. Donc le message, c'est remobilisons nos parlementaires, remontons au combat pour faire le travail qui reste à faire et les lignes pourraient réapparaître. Oui, et montrons vraiment, je pense que de là, et vous en avez l'expérience, vous tous, puisque vous êtes des acteurs et que vous avez ces débats avec les ministères et autres organisations dont vous êtes membre au niveau national, vous le savez bien que ce qui est regardé de très près lorsque nous sommes sur le continent, comme dit les Corses, c'est vraiment d'identifier des stratégies locales. Je pense que ça, c'est très important parce que la stratégie ancre le financement public sur du moyen et long terme. Et quand il y a de la visibilité, il y a peut-être plus de facilité à mobiliser les moyens financiers. Et pour mobiliser les parlementaires, c'est peut-être aussi le travail des acteurs de la filière que de les nourrir, de leur apporter les éléments de dossier pour les aider à mener ce combat en notre faveur, en faveur de notre territoire. Merci beaucoup, Erika Barège. Christophe Debout, je vous ai donc annoncé comme PDG d'une compagnie maritime. Est-ce que vous pouvez
dans le temps que vous souhaitez, nous planter le décor de l'univers maritime ici à La Réunion, l'univers qui est le nôtre. Par définition, une île est une portion de terre entourée d'eau de tous côtés. On en a parlé, il y a des questions de transport, de sécurité maritime. On sait qu'il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas de sécurité maritime. Or ça, de ce côté-là, l'Europe fait ce qu'il faut. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor au regard de votre expérience ? Eh bien, écoutez, merci. Merci de m'accorder ce temps de parole pour... Alors, je ne vais pas faire de pédagogie, mais quelque part, le transport maritime peut paraître une évidence quand on voit des navires. Pour autant, ça répond à une organisation, à des acteurs, des jeux d'acteurs, et qui, quelquefois, écartent certains territoires au nom de leur modèle d'activité, au nom de stratégie, et au nom, effectivement... en ce moment même, d'une course à la capacité et d'une rentabilité dont on sait qu'elle a déjà atteint des plafonds. Alors effectivement, le transport maritime a connu une révolution dans les années 70-80 qui était effectivement le conteneur. Et le conteneur s'est suivi ensuite d'une mise en place du hubbing, qui est en fait de plateformes de transbordement qui permettent de connecter à la fois des grands navires à des plus petits, lesquels desservent bien entendu des territoires plus ou moins importants. Il se trouve que notre territoire, l'océan Indien, est connecté par des grandes lignes est-ouest qui soit connectent à Singapour, soit à Salalah, soit à Durban, bref, tout autour de nous. Et puis certains font escale directement à La Réunion ou à Maurice. Il se trouve que, plantant ce décor, vous comprenez très vite que dès lors que le commerce mondial se déséquilibre, fatalement, l'épicentre n'est plus du tout la connexion ou la desserte de plus petits territoires, mais surtout le fait de pouvoir répondre abondamment à des enjeux de lignes est-ouest principalement. Donc effectivement, entre la Chine, qui est aujourd'hui le supermarché du monde, et je dirais les États-Unis pour le Pacifique, ou bien l'Europe, en passant effectivement au nord de notre territoire. Et du coup, parce que le commerce mondial s'est considérablement développé ces dernières décennies, la taille des navires c'est bien sûr aussi, je dirais, a augmenté, bien entendu. Et on arrive aujourd'hui à une triple crise, qui est bien sûr cette crise sanitaire dont on connaît bien sûr l'impact, mais qui du coup a conduit quasiment 12% de la flotte mondiale à être à l'arrêt, et du jour au lendemain devoir faire face effectivement à nouveau à un appel à la capacité. Et vous savez que quand vous êtes face à un marché de la capacité, au fond, si la capacité est réduite et que la demande est forte, les prix augmentent. Et aujourd'hui, effectivement, la consommation mondiale est tellement forte, eh bien, il n'y a quasiment plus de navires de disponibles, il n'y a quasiment plus de containers de disponibles, et ce qui fait que les prix se sont envolés très rapidement entre le mois d'octobre 2020 et aujourd'hui. Un conteneur 40 pieds qui partait de Chine pour aller vers l'Europe était en moyenne entre 5 et 6 000 $. Aujourd'hui, c'est 20 000 $. Il y a même 22 000 $ entre la Chine et l'Algérie, par exemple. C'est un dernier chiffre qu'on m'a communiqué. Donc il y a aujourd'hui une vraie crise de la capacité, et qui fait que quand vous avez des porte-containers qui ont épousé la mondialisation, qui aujourd'hui font 23 000 boîtes et transportées entre la Chine et l'Europe, par exemple, et que vous avez du coup des prix qui se sont envolés, fatalement, la stratégie des grands groupes, elle est plutôt de déployer les moyens vers ces axes-là qui sont très rentables et pas nécessairement vers des territoires qui, eux, ne connaissent pas ce niveau de développement tarifaire, mais qui, pour autant, peut-être vont le connaître malheureusement un jour, si, bien entendu, leur niveau économique et de rentabilité est saturé, si on peut dire, avec les moyens qu'ils ont mis en place. Donc on n'est pas sur la carte. Et donc, du coup, voilà, on n'est pas sur la carte Est-Ouest. En revanche, on est sur une diagonale qui est celle de l'Asie vers l'Afrique. Mais pour autant, les navires qui passent au large sont soit des navires qui évitent Suez ou alors desservent l'Afrique de l'Ouest et pas nécessairement de taille, je dirais, en relation avec les infrastructures portuaires de la zone. Alors, en vous disant ça, on pourrait très bien arriver au constat qu'au fond, si on avait des ports plus grands, peut-être qu'on aurait une meilleure desserte.
La réponse n'est pas aussi simple que ça, parce que effectivement, confère le point précédent qui est le hubbing. Il y a, je dirais, une vraie stratégie aujourd'hui des groupes que de massifier les volumes autour de grands hubs, principalement possédés d'ailleurs par ces grands groupes, et dont la manutention est robotisée et va l'être encore plus demain. Alors lesquels sont-ils dans notre zone? Alors en fait, vous avez donc Salalah qui est détenu par APM Terminals, qui est une des filiales du groupe Maersk. Pardonnez-moi, c'est où Salalah? Salalah, c'est Oman, Okay. Sultanat d'Oman. Ensuite, Singapour, c'est Port of Singapore Authorities, PSA, qui est effectivement un des premiers mondiaux opérateurs de terminaux containers. DP World, qui est aussi un acteur un peu présent dans la zone. Hutchinson aussi, qui est présent dans la zone. Bref, des grands groupes spécialisés dans ce domaine, qui bien sûr sont là pour traiter des millions de containers et avec des logiques qui ne sont pas, bien entendu, atteignables à la fois par l'espace dont nous possédons bien sûr dans la zone et aussi les volumes que nous représentons. Donc du coup, en vous décrivant, en prenant un peu ce temps, faire un peu de pédagogie pour expliquer comment le monde s'organise, le monde maritime s'organise, vous comprenez que c'est à la fois une affaire de capitaux, une affaire de marché et une affaire donc de capacité, comme je l'ai dit. Alors quand on a planté ce décor, au fond, comment exister, comment faire en sorte que notre territoire puisse raisonnablement espérer, disons les choses ainsi, pouvoir maintenir un niveau d'activité, pouvoir avoir des perspectives de développement dans une régionalisation que tout le monde appelle de ses voeux. Eh bien, en fait, c'est un peu l'idée que, à vrai dire, qu'un certain nombre d'acteurs réunionnais ont depuis maintenant quelques décennies. Le premier d'entre eux, c'était Jacques de Châteauvieux avec Mer Austral, qui avait créé donc un outil permettant de desservir la zone. Et malheureusement, pour lui, l'histoire, c'est qu'il n'avait axé son développement que sur la zone océan Indien. Un marché trop petit, des coûts qui augmentent, vous connaissez la fin de l'histoire. Ensuite, il y a effectivement la famille Ghulam Ali qui s'intéresse bien sûr au projet. Et puis, alors bien sûr, je n'ai ni la taille de ces groupes et encore moins la prétention de le devenir. Simplement, je suis un homme du maritime et du coup, je me suis dit qu'en 2019, connaissant bien ce secteur, il y avait probablement une opportunité. Cette opportunité, au fond, c'était déjà de dire qu'au-delà de la capacité et de cette organisation mondiale de transport maritime, il fallait probablement créer un outil qui pouvait connecter la réalité de ces grands groupes, notamment aller chercher des conteneurs qui transbordent dans les ports de la région, et puis ensuite développer, leur proposer une sorte de synergie régionale, en disant au fond, voilà, vous faites les plus grands kilomètres ou les plus grands milles marins. Nous, on vous propose simplement de prendre vos boîtes à La Réunion, à Maurice ou Madagascar, et on va faire le dernier mille, ou en tout cas le régional, et on va du coup mutualiser les coûts pour faire en sorte que votre coût d'acheminement sur la zone soit le plus bas, et en échange de quoi, si on peut dire, on va développer, nous, des moyens logistiques permettant à tous les acteurs de pouvoir transporter des petites quantités comme des grandes quantités. C'est gagnant-gagnant, parce que nous, ça nous permet de ne pas rester en peine d'approvisionnement, et eux, ça leur permet d'écouler, sans s'arrêter chez nous, les marchandises qui transitent chez eux. Exactement. Voilà. Et du coup, cette logique du partenariat, de la collaboration, de la co-construction, qui est au-delà d'être un concept un peu à la mode, au fond, je pense que c'est vraiment la stratégie. Si on est capable d'avoir un discours construit avec ces grands groupes qui cherchent tous à réduire leurs coûts, hein, ils ont beau gagner de l'argent, ils cherchent à réduire leurs coûts tout le temps, et qu'on puisse proposer une sorte de blablacar régional pour slotter, comme on dit dans le métier, leurs containers sur la zone et pouvoir développer petit à petit une exportation régionale, un sourcing régional, du coup tout le monde s'y retrouve. Bon. Donc du coup, c'est pour ça que Sealoger est né. Sealoger est né en 2019 avec une proposition qui a été faite à différents groupes et très vite on a signé avec Hapag-Lloyd, avec Maersk, avec CMA CGM et on a transporté à peu près 3000 conteneurs sur la zone avec un bateau qu'on avait affrété. Et puis, au départ de ces hubs. Pardon ? Au départ de ces Alors, hubs. au départ de La Réunion,
au départ de Maurice et au départ de Madagascar. Alors, principalement Maurice et Réunion. Et puis, petit à petit, on a installé ce service qui a répondu à ce besoin, puisqu'on a quasiment de port en port transporté tous ces conteneurs. Et je dirais, à chaque transport, il y avait bien entendu une demande. Et du coup, on a pu desservir la Réunion, bien sûr Maurice, Madagascar, les Comores, Mayotte, le Mozambique. Et puis, bon, la crise Covid est arrivée, les volumes ont chuté. Et donc, comme on avait affrété notre navire pendant 6 mois, on a décidé de suspendre notre activité. Bon. Étape 1, si je puis dire. Alors, je ne suis pas venu là pour parler effectivement de Sealogare, simplement de l'expérience et du coup du chemin qui est devant nous. Donc en fait, vous êtes le taxiteur qui relie la gare routière des Cars-Jaunes aux écarts. Alors c'est un peu ça, effectivement. Simplement, c'est qu'il faut adapter l'outil et au trafic. Essayer d'avoir la bonne relation avec les acteurs qui souhaitent, bien entendu, trouver une réponse professionnelle interconnectée à leur dispositif et pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Donc du coup, aujourd'hui, on travaille sur 2 axes. Bien sûr, celui dont je viens de parler, qui est le régional, mais disons que je voudrais pointer quelque chose, je terminerai par là avant d'aller peut-être répondre après à d'autres questions. Au fond, de quoi on parle depuis des décennies s'agissant du développement régional? Au fond, je pointerai le mot, c'est de la souveraineté. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est la question de l'exercice de la souveraineté sur ce territoire. Disons-le, on se trouve ballotté entre la stratégie tantôt des grands acteurs, tantôt des pouvoirs, tantôt... Enfin voilà, on est un peu au milieu de tout et de nulle part à la fois. Et moralité, aujourd'hui, on se pose la question de est-ce que demain, on aura un approvisionnement dans les rayons? Est-ce que le prix payé des produits va rester stable? Enfin, comment peut-on imaginer un avenir économique d'un territoire si on n'en maîtrise pas les outils? Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, est-ce qu'on va être obligé de garder nos déchets ici? Alors, effectivement, c'est à nouveau la question de souveraineté qui est posée. Un territoire qui ne peut pas transformer ses propres déchets sur son territoire, fatalement se pose la question de sa souveraineté à pouvoir les exporter ou les transformer ailleurs. Et je pense que le vrai sujet qui est sur notre table aujourd'hui, c'est comment, à quel prix, quand la Réunion va-t-elle... Et avec qui? Et avec qui, évidemment. Mais disons, préalablement, c'est au fond comment exercer une souveraineté maritime dans un concert, je dirais, d'acteurs qui n'ont pas mis, disons-le telles qu'elles sont, la Réunion au cœur de leur stratégie. Donc l'idée, c'est donnons-nous éventuellement les moyens de créer notre outil de désenclavement. Évidemment. On va parler de compagnie maritime régionale. Bon, ben ça tombe bien, on va passer la parole à la région, M. Waro. Je le disais tout à l'heure, le FEDER, la région, c'est l'argent du FEDER, sauf que le FEDER, malheureusement, n'inclut pas le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Oui. Dans ces lignes. Donc la question, c'est, bon, déjà si vous voulez nous reparler un peu du dispositif, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permette de contourner les affaires? Je crois que pour ce qui est du côté technique, nous avons ici des techniciens du FEDER qui pourront peut-être nous expliquer plus en détail les dispositifs. Je ne prétends pas être expert du FEDER. Mais il y a une chose que l'on a discuté, les services et nous, c'est de savoir comment faire pour que le fret réunionnais puisse avoir de nouveau les aides du FEDER. Les Antilles ont ces dispositifs. La Réunion a eu dans le passé des dispositifs d'aide au fret, enfin des dispositifs FEDER d'aide au fret, et il va falloir que la région travaille avec notre parlementaire européen pour faire en sorte qu'on arrive à remettre en place ces aides qui vont permettre de favoriser les exportations de déchets entre la Réunion et les différents territoires cibles. Mais je crois qu'au-delà de... bien sûr, les exportations sont importantes parce qu'il va falloir... On ne pourra pas tout traiter à la Réunion,
Mais je pense qu'on est là aussi pour développer notre pays. On est là aussi pour essayer de créer de l'emploi dans ce pays. Et il est important, dans le cadre de la réalisation et du plan sur les déchets que l'on est en train de travailler, qui doit être rendu, comme je l'ai dit ce matin, on doit avoir finalisé ce plan fin 2021. Je pense qu'on demandera quelques mois de plus aux acteurs, comme j'ai dit ce matin, pour travailler à ce plan. Et parce qu'il faut que nous puissions, nous, à La Réunion, et peut-être comme Madame Barège l'a dit tout à l'heure, travailler avec les pays qui nous entourent pour des économies d'échelle. Mais il faut arriver à traiter un certain nombre de déchets ici pour qu'on puisse exporter que l'ultime, si on ne peut pas, bien évidemment, tout traiter ici, si on ne peut pas avoir toutes les usines qu'il faut ici. Mais je pense qu'il est important, et la région pense qu'il est important, de travailler non seulement sur des dispositifs d'exportation, bien évidemment, mais aussi sur des dispositifs de traitement de l'ensemble de ces déchets, des déchets que l'on produit. Bien évidemment, il y a une chose importante, parce que quand on parle déchets, on parle souvent du traitement des déchets. Mais il faut peut-être aussi en produire moins. Il faut peut-être aussi en faire rentrer moins pour avoir à en traiter et en exporter moins. Donc il y a toute une réflexion qui doit se mener aussi sur cette bataille qu'il faut mener sur toute la problématique déchets que l'on a à La Réunion. Il y a toute une filière à créer, il y a à accompagner les acteurs, et nous sommes là dans le colloque sur les REP, bien évidemment, et il faut aider les acteurs à aller plus loin dans le traitement des déchets, créer des filières, mais il y en a déjà beaucoup. L'ADEME et le représentant de la filière étaient en train de se battre sur le nombre qu'il y avait déjà. Bon, on ne va pas se focaliser là-dessus, mais je veux dire qu'il faut absolument que l'on puisse travailler sur les filières de traitement de nos déchets et que les exportations soient des exportations au bout, que les exportations soient des exportations ultimes. Un petit peu comme on fait l'enfouissement, quand on a traité tout, on a l'ultime que l'on enfouit, et ben on va essayer de voir, moi je pense en tout cas, et la région pense qu'il faut travailler à devoir exporter que l'ultime déchet, et ne pas tout devoir exporter parce que on n'a pas à La Réunion des filières qui pourraient être porteurs d'emplois. Les Antillais, ils ne sont pas un peu plus malins que nous? Je sais pas, j'ai écouté Erika Barège, donc ils ont bénéficié d'une enveloppe nationale, ils ont bénéficié des enveloppes fédères. Et pourquoi on n'a pas eu ça à La Réunion? Ils ont peut-être un peu plus de lobbying à Paris, peut-être. Mais je crois que le lobbying, c'est important. Madame Barège pourrait être plus performante que moi dans ce domaine-là. Alors, ils ne sont pas plus malins, ils sont plus influents et mieux organisés. Non, je pense qu'ils sont beaucoup plus ancrés dans leur développement régional. Je pense qu'ils ont une histoire qui fait la démonstration, qui sont plus ancrés dans leur dimension régionale, qui sont beaucoup plus connectés dans leur zone Caraïbe et qui sont, de ce point de vue, beaucoup plus ambitieux que nous et peut-être un peu moins paresseux. Les solutions sont moins paresseuses vues de la Caraïbe. Mais je reviens sur... juste pour faire le lien, parce que arriver à avoir le traitement ultime pour réduire le plus possible ce que nous allons enfouir, c'est véritablement l'article 71 de la loi égalité réelle. C'est additionner l'aide régionale et l'aide fédère et l'aide nationale. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire pour pouvoir monter des entreprises qui profiteraient d'une compagnie régionale peut-être, qui ferait du cabotage, mais du grand cabotage, pour aller alimenter des usines de transformation de déchets qui produiraient de l'emploi et qui ferait plus du support à l'importation de déchets. C'était ça toute l'innovation. C'est qu'on allait faire du fret à l'aide à l'importation de déchets pour donner un format économique viable à des entreprises qui, s'ils exploitent, et encore nous, on est un peu plus de 800 000 habitants, ça va, mais sur Mayotte, etc., autant dire que le modèle économique n'est pas viable. Et donc, il faut
additionner tout ce que nous avons à traiter, monter des usines qui, économiquement, soient viables. Et l'argent existe. L'argent existait. Maintenant, je ne sais pas s'il existe toujours. Il était modeste, mais il existait. Il était à près de 4 millions d'euros. Voilà. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas suivi après depuis, mais il existait. Bon, il ne vous aura pas échappé qu'on entre en campagne électorale au niveau national et qu'on a peu entendu de candidats s'exprimer sur le sujet. Monsieur Waro, vous vouliez revenir? Je vous ai vu frémir à l'idée de compagnie régionale. Non, je voulais rajouter que, effectivement, tout le monde a entendu la campagne électorale et l'une des propositions de Madame Bello, maintenant présidente de région, c'était effectivement de travailler à la création d'une compagnie maritime régionale. On y travaille. Elle existe, oui, si vous voulez. Donc on y travaille et on n'est pas certain de l'aboutissement d'un tel projet parce que c'est un projet qu'il faut rendre viable économiquement. Donc il y a bien évidemment, au moment de la création de cette compagnie régionale, savoir vers quel pays on va, où c'est qu'on s'arrête, dans quel port on s'arrête, pourquoi faire, pourquoi transporter. Voilà, il y a des tas de paramètres à prendre en compte. Il faut une stratégie avant d'acheter des bateaux. Et c'est vrai que je pense que, comme monsieur l'a fait, on n'achètera pas de bateaux, on va les affréter. Hein. Enfin, tout au moins au départ, je ne sais pas. On n'a pas d'idée précise, si vous voulez. Le dossier est en gestation, il vient juste de commencer. Et je crois qu'il va falloir attendre quelques mois pour qu'on ait une réelle vision des choses. Et les services travaillent à ça. Mais je veux revenir sur ce que Mme Barej a dit tout à l'heure. Et effectivement, l'objet de ce que je disais tout à l'heure, la création de filières de traitement de déchets pour qu'on n'ait que l'ultime à exporter, c'est bien évidemment travailler avec les pays de la zone. Parce que la Réunion, comme disait un journaliste hier lors de la conférence de presse, on produit beaucoup de déchets mais pas assez. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup, mais on ne produit pas assez pour mettre en place toutes les filières qu'il faudrait pour traiter ces déchets. Donc il faut effectivement travailler avec les pays de la zone pour augmenter les déchets qu'il faudrait pour mettre en place des usines de traitement d'un certain nombre de déchets qui existent à La Réunion pour ne pas avoir à exporter ce qui est possible de traiter. Alors peut-être qu'on en produit assez mais qu'on n'en soustrait pas assez à l'enfouissement. Aussi. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on produisait trop de déchets. Donc, si c'est pour voir si on produit beaucoup de déchets. On produit beaucoup de déchets. Ouais. Donc, comme je disais ce matin ou hier, je ne me souviens plus, à la conférence de presse, il y a un gros travail à faire. Mais il existe déjà. Hein, on n'invente rien. On n'est pas là en sauveur de la planète ou de la Réunion. On prend une problématique à un moment M et on va essayer de l'emmener à la fin de notre mandat, à être mieux positionné. Et c'est là tout l'intérêt que la région a voulu donner à cette problématique en mettant un élu délégué sur cette problématique pour vraiment spécialiste. Je ne sais pas. Il y a beaucoup. Oui. Il y a en face de moi. Tous ceux qui sont en face de moi sont beaucoup plus spécialistes que moi. J'ai dit spécifique, pas spécialiste. En termes de déchets. Donc, en termes de recyclage, etc., de traitement et des REP. Donc, je crois que nous, en tout cas, on a une volonté de travailler pour mettre en place le maximum d'outils qui vont permettre de faire avancer la problématique des déchets dans son ensemble. Parce que c'est une bataille globale que l'on doit mener. Et la première volonté de la région, c'est d'arriver à travers un plan régional. Quand on parle de plan régional, c'est bien un plan global que l'on doit élaborer. Il faut qu'on arrive à intégrer là-dedans tous les partenaires, toutes les intercos qui ont ces responsabilités, les deux syndicats mixtes qui ont ces responsabilités. Il faut qu'on arrive à, tout le monde ensemble, mettre en place non seulement un plan, mais ensuite, dans l'application de ce plan, il faut que l'on soit cohérent à l'échelle de notre territoire et à l'échelle de notre région océan Indien. Pardonnez-moi si je lis entre les lignes, est-ce que vous nous dites que la région devrait être ou souhaite être ou est
pilote d'une telle initiative? On est en charge, comme je dis ce matin, je crois, on est en charge depuis la loi NOTRe, on est en charge du plan. On doit faire un plan de gestion, etc., des déchets. Il ne faut pas que ce plan ne serve à rien. Il ne faut pas que ce plan ne soit qu'un document que l'on rédige, et comme beaucoup de documents que l'on rédige et qui ne servent à rien. Il faut vraiment que, et c'est un petit peu la mission que l'on se donne, à l'instar de ce qu'on a pu faire ces dernières semaines sur les transports, il faut qu'on arrive, il faut que la région soit pilote, si vous voulez, moteur effectivement de l'organisation du traitement des déchets au niveau régional. Vous savez, je répète toujours la même chose depuis... moi, j'ai vu une carte de la Réunion séparée en deux. Un côté vert, Sydney, l'autre côté orange, Ileva. Voilà. Donc, effectivement, il y a des territoires, chacun a son territoire. Mais est-ce qu'il ne faut pas, et c'est là où la région va intervenir, on va essayer tout au moins, de parler avec tous les partenaires des filières, tous les partenaires qui ont cette responsabilité déchets pour avoir une gestion globale, non seulement une planification globale, mais une gestion globale des déchets, parce que la Réunion, pas comme la nation, la Réunion est une et indivisible, et il faut qu'on arrive, et l'argent ne se trouve pas non plus, comme il dit en créole, l'argent ne se trouve pas sous la roche, et il y a un certain nombre de structures qu'il va falloir mutualiser, et il va falloir travailler en cohérence pour que, avec ce qu'on a comme argent, eh ben, on optimise le traitement de l'ensemble de nos déchets. Merci beaucoup Fabrice Waraud pour ces belles intentions en tout cas. Pascal Plante, vous êtes vice-président de Cap Business OI, l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien. Donc je disais tout à l'heure, vous avez pour ambition en ce moment de favoriser la connectivité maritime interile. Donc on est en plein dans le sujet qui nous intéresse. Vous en êtes où? Alors, c'est fait? Voilà, je crois. Est-ce qu'on vous entend bien? Je ne sais pas si oui, je pense que oui. Bien. Oui, par rapport à tout ce qui a été discuté sur les déchets, il faut savoir que, juste si vous me le permettez, bien sûr. Les déchets, le traitement des déchets est au cœur de la feuille de route de Cap Business aujourd'hui, parce que c'est une problématique qu'on retrouve sur tous les territoires de Cap Business Océan Indien, c'est-à-dire Seychelles, Maurice, Réunion, Madagascar, Mayotte et Comores. Tous les territoires ont cette problématique à traiter. On parlait d'échelles trop petites pour notre territoire Réunion, alors que peut-être nous sommes cette île qui produit, parmi les îles qui produisent le plus de déchets, et nous avons un territoire trop petit pour arriver à une rentabilité pour les entreprises. Et là, Cap Business... nous avons réalisé une étude, mais aussi un travail avec les acteurs économiques des différents territoires. Et nous nous sommes rendus compte à quel point cette problématique, finalement, est une problématique très peu effleurée sur chacun des territoires. Nous sommes là, ici, en conférence, tant mieux. Sur d'autres territoires, ce n'est pas la problématique immédiate, et on peut le comprendre. Pour autant, les opérateurs économiques disent... plutôt que de parler de déchets, nous pourrons parler de nouvelles valeurs. Lorsque le déchet est traité, il peut créer de la valeur et faire produire autre chose. Maintenant, les économies d'échelle ne pouvant être réalisées sur chacun des territoires, l'idée est de se dire comment pouvoir imaginer à l'échelle océan Indien le traitement des déchets avec la mise en commun des actions des uns et des autres. Et là... on crie souvent à la Réunion parce qu'on n'est pas satisfait, et bien heureusement, malgré tout, l'exemple de la Réunion a servi de modèle pour dupliquer des dispositifs à l'île Maurice. C'est allé très vite, c'était très efficace, et l'île Maurice, en 3 ans, a plutôt bien changé sa politique de traitement de déchets. Sans aide. Sans aide. Enfin, si, on peut dire qu'il y a des aides quand même internationales et des aides du gouvernement, mais a pu faire évoluer un certain nombre de choses. Donc,
peut-être parce que nous sommes des chefs d'entreprise avant tout, nous aimons le pragmatisme. Ce qui marche bien, c'est faire en sorte lorsque nous avons quelque chose qui marche bien, le dupliquer et voir comment dupliquer en fonction du type de déchet, dupliquer sur d'autres territoires, par exemple l'exemple de Mayotte qui pourrait être dupliqué à Madagascar, et imaginer dans le temps à ce que chacune des îles ou plusieurs îles de l'océan Indien puisse être un centre de traitement d'un type de déchet. Mais vous voyez que je n'ai encore rien dit si on n'a pas parlé du déplacement de ces déchets. Donc la compagnie maritime, je vous ai dit que les déchets étaient un des points centraux de notre feuille de route. Vous comprenez que la compagnie maritime est ce point central, parce que si on parle de déchets, on parle aussi d'autres marchandises à transporter sur toute la zone océan Indien et sur les différents territoires, même s'il en existe déjà une. Quel écho vous recevez dans ces territoires de vos initiatives? De la part des opérateurs économiques, au départ, c'était un peu la surprise. Que veut Cap Business à nous parler de déchets, etc., etc. Mais je vois des personnes qui ont participé aux ateliers, je pense qu'ils pourront témoigner ou infirmer ce que je dis. Et dès lors qu'ils ont pu repérer cette opportunité commerciale, d'une part d'en faire de la valeur, et d'autre part de l'ouvrir à d'autres territoires pour le commercialiser, un opérateur économique, c'est quelqu'un de très pragmatique. Il y a un marché, je suis présent. Il n'y a pas de marché, je ne joue pas. Donc, ces échos, aujourd'hui, ont beaucoup évolué. Il y a eu un gros travail de sensibilisation à faire. Aujourd'hui, ces opérateurs se parlent, échangent et travaillent sur des possibilités très concrètes que je ne pourrais pas vous dévoiler parce qu'il nous faudrait quelques heures, mais des possibilités. Mais on est là jusqu'à 23h, je vous rassure. Des possibilités très concrètes pour pouvoir avancer. Mais reste le nœud du problème, c'est bien la circulation des marchandises et des déchets. Christophe Debousse, je crois que c'est le SGAR qui disait ce matin 200 000 tonnes de sucre. Deuxième poste d'export, c'est les déchets, 100 000 tonnes. On remplit un bateau. Ou en tout cas, est-ce qu'on intéresse un transporteur? Est-ce qu'il ne préfère pas transporter des Porsche Cayenne? Non. Non? Pas nécessairement, non. Ce qui fait un service maritime, c'est un flux de marchandises régulier. Quelle que soit la valeur de la marchandise? Oui, bien sûr. Ah, j'apprends une chose. Donc on ne vend pas, on vend un transport, on ne vend pas à la valeur. Le transitaire peut effectivement mettre de la valeur à l'intérieur du conteneur, mais le transporteur maritime, lui, transporte une boîte d'un point A à un point B. Très bien. En fait, pour venir à la question de on va dire la répartition de la valeur à l'échelle de l'océan Indien, s'agissant du traitement. Évidemment, c'est une idée très intéressante. Faut-il simplement que les acteurs soient d'accord, qu'ensuite ils acceptent effectivement que chacun porte un bout du projet à l'échelle du territoire. Et c'est là que ça se complique, parce qu'on voit bien effectivement que il y a des acteurs industriels qui ont des projets à Madagascar, des acteurs à La Réunion qui ont des projets plus ou moins semblables. Je pense que c'est une bonne idée à nouveau. Je pense que c'est le premier qui part qui a raison. Et j'allais dire, c'est un peu la même chose dans le domaine maritime. C'est qu'au fond, il faut faire. On peut parler des heures. Simplement, s'il y a un marché, c'est maintenant que ça se passe et ce n'est pas dans 4 ans. Voilà. Et je suis aussi catégorique que ça. Aujourd'hui, les déchets ne peuvent pas être exportés parce que simplement, il n'y a pas de solution. On trouve un bateau, on réunit des acteurs. Dans un mois, il y a un bateau qui peut prendre la mer et transporter. Sans problème, selon vous. C'est ça le sujet. Oui, c'est exactement ce que, personnellement, oui. C'est mon expérience avec des compagnies maritimes. Et je vous dis, c'est pas plus compliqué que je n'en parle. Alors, donc il suffit simplement de se mettre autour d'une table et de se dire quel est le besoin, quelle est la solution à mettre en place, et on se donne un délai. Dans 3 mois, il y a un navire qui part avec des conteneurs. Alors ça suppose quand même qu'on ait préalablement envisagé tous les aspects juridiques et réglementaires, et donc c'est la deuxième partie de ces échanges. Avec Annick Ayat-Tissier, vous êtes avocate, et on va aborder ensemble les enjeux juridiques liés au transfert des déchets. Ça implique une vraie responsabilité que de transporter des déchets. Quelles conséquences pour une entreprise? Enfin, comment ça se passe quand elle a des déchets exportés? Premier point peut-être, et puis après j'aimerais qu'on voit quelles sont les conséquences pour une entreprise qui ne peut pas faire face à ses obligations d'exporter ses déchets.
permettre de réduire un petit peu Permettez-vous. votre question, parce que je vous ai tous entendus et tout semble très facile. Et tous, C'est-à-dire, pardon tout semble, en tous les cas, très facile. Alors, le micro sur le menton, sinon... Pardon, voilà, il faut on n'est pas moche sur réunir un bateau, les acteurs autour d'une table, et moi, je conseille des éco-organismes depuis 2008. Et rien n'est simple quand on a affaire à des déchets dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on a une réglementation qui s'impose à tous. C'est-à-dire que vous, Madame le maire, vous pouvez tout faire, tout essayer de faire. La région, pareil, on a une convention de Bâle, on a une réglementation qui nous dit que pour les déchets dangereux produits à La Réunion, il faut absolument qu'ils soient traités dans des pays de l'OCDE. C'est une réglementation européenne ? Oui, tout à fait. Donc, si ces déchets dangereux doivent être traités dans les pays de l'OCDE, eh ben, il faut trouver des compagnies maritimes qui soient d'accord pour venir les chercher et les emmener jusqu'en métropole. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Au jour d'aujourd'hui, on a des producteurs, on a des éco-organismes, on a des organismes collectifs, on a des prestataires qui font tout pour que cela fonctionne. On a la région, on a les députés qui interpellent les ministères pour dire les filières REP des produits dangereux ne fonctionnent plus, non pas à cause des acteurs de la filière, mais à cause d'une compagnie, parce qu'à un certain moment, il faut mettre les pieds dans le plat. Donc moi, on m'a demandé d'intervenir sur les enjeux juridiques. Ben, les enjeux juridiques, ils sont catastrophiques. C'est la responsabilité de chacun. Donc les éco-organismes, en tous les cas, je vais faire un petit rappel de la réglementation. Quand on est producteur de produits et que ces produits donnent lieu à des déchets, on a des obligations. On a une obligation légale qui ne date pas de 2008, qui date de 1975. Et la France a été porteuse de ce principe et a émis, c'est elle la première en Europe, la loi de 1975, suivie par les 2 directives communautaires qui ont dit effectivement, lorsqu'on pollue, on doit payer. Ensuite, il y a eu la directive que tout le monde connaît, de 1998, et puis le complément, en tous les cas la directive de 2008, qui est venue compléter la directive de 1998, et on a dit producteur, payeur. Donc aujourd'hui, quand on est importateur, distributeur de déchets à La Réunion dangereux, on a l'obligation de les traiter. On a l'obligation de les collecter, de les collecter, de les traiter et de les recycler ou de les éliminer. Sauf que pour pouvoir les traiter, il faut les envoyer en métropole. Donc ça, c'est une première obligation. Généralement, les producteurs, c'est toujours le cas, ils n'ont pas assez d'argent, il faut être très, très basique, pour pouvoir mettre en place un système individuel. Puisqu'on a 2 choix quand on est producteur. Quand on est producteur de produits, on a 2 choix. Soit on s'organise et on forme une collectivité, on crée un éco-organisme ou on crée un organisme collectif et on va déléguer à l'éco-organisme ou à l'organisme collectif cette responsabilité de gérer les déchets. Soit on fait un système individuel, mais avec la loi AGEC, ça va devenir l'exception. Et un système individuel, c'est je distribue des produits, ces produits donnent des déchets, et moi-même, tout seul, je vais faire en sorte de les collecter, de les traiter. Et ce n'est pas possible en matière de déchets dangereux à La Réunion. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Je suis producteur, je vais donc créer un éco-organisme ou un organisme collectif, et je vais dire à cette entité, débrouillez-vous, pas débrouillez-vous, je vous délègue ma responsabilité, et vous allez donc conclure des contrats. Des contrats pourquoi ? Pour collecter, pour traiter, pour valoriser, pour éliminer. Je vais insister vraiment, mais quel est le micro sur le menton, sinon on ne vous entend pas plus du tout. Et donc des contrats sont conclus. Et au jour d'aujourd'hui, aucun des contrats actuels ne peut être respecté. Non pas à cause des producteurs, puisque eux, ils ont bien monté leur filière ici, aidés par le SICR qui multiplie les réunions et les réunions pour trouver des solutions. Donc les producteurs ont bien rempli leurs obligations, ils ont monté les organismes collectifs. Les organismes collectifs ont bien rempli leurs obligations également, puisqu'ils ont conclu des contrats avec tout le monde, avec tous les prestataires, et les prestataires de collecte. Les prestataires de traitement, eux aussi, ont rempli leurs obligations. Sauf qu'au bout du bout, on n'est pas dans les clous.
et les obligations légales ne sont pas respectées. Alors il ne faut pas oublier que l'État, la région sont responsables aussi de cette situation, puisque l'État a l'obligation, quand on applique les directives communautaires, de faire respecter le principe du producteur-payeur, le principe de créer des filières. Il y a un plan national de gestion des déchets, comme il y a un plan régional de gestion des déchets. Et encore une fois, l'État essaye. Et en fin de compte, à La Réunion, les filières des déchets dangereux sont mises à mal à cause d'une compagnie. Parce qu'on est d'une compagnie maritime, des compagnies maritimes, il faut le dire. Parce qu'on me dit les enjeux juridiques, mais les enjeux juridiques, pour les acteurs de la filière, il n'y en a pas, parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Moi, je pars du principe qu'on est même devant un cas de force majeure. Un cas de force majeure, c'est quoi? Quand on a conclu un contrat, eh ben, on a le droit de dire « je ne l'exécute pas » et on ne voit pas sa responsabilité engagée parce qu'on ne peut pas exécuter son obligation en raison d'un événement. Et l'événement, pour que ça soit un cas de force majeure, il doit remplir 3 conditions. La première condition, il faut qu'il soit imprévisible. Personne ne pouvait se douter, lorsque tout le monde a signé les contrats de collecte, d'adhésion avec les producteurs, avec les prestataires de traitement, personne ne pouvait se douter de la situation catastrophique, du marasme qu'on est en train de subir par rapport au fret maritime. Donc on a bien cette imprévisibilité. Deuxième condition, pour qu'on soit dans un cas de force majeure, il faut que ça soit indépendant du débiteur de l'obligation. Les éco-organismes, les organismes collectifs, les producteurs, les prestataires de collecte, de traitement, les déchetteries, personne ne peut influer sur la politique commerciale des compagnies maritimes. Donc c'est bien extérieur à nous. Et enfin, il y a une troisième condition. Remontez-nous un peu le moral parce qu'on est en train de couler là. Non, mais justement, il y a une troisième. Oui, mais et le problème, de là va venir la lumière. Du troisième point va venir la lumière. Le troisième point, pour qu'il y ait vraiment un cas de force majeure, il faut qu'il n'y ait pas de solution alternative. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas trouver une autre solution pour permettre le traitement des déchets dangereux à La Réunion. Et la réponse, il n'y a pas d'autre solution. Concrètement, là, aujourd'hui, on a une réglementation qui s'applique. On peut, encore une fois, monter, descendre, aller frapper partout. Les déchets dangereux doivent être exportés en métropole pour être traités. Donc les enjeux juridiques, c'est quoi? Les enjeux juridiques, c'est que résilier les contrats, puisque personne n'exécute complètement les conventions qui ont été signées, ça ne sert à rien. Puisque, on pourra invoquer... En tous les cas, si un des acteurs de la filière dit « écoutez, moi je vous ai fait signer un contrat, vous ne le respectez pas, il y a du surstockage de déchets dangereux partout, vous ne venez pas me chercher mes déchets dangereux, mes batteries, mes piles, je ne comprends pas. » Ou producteur, je suis producteur, je paye une éco-contribution, mais l'éco-organisme ne fait pas les choses. Mais sauf que l'éco-organisme ne peut rien faire. Donc, résilier les contrats, puisqu'on m'a parlé des conséquences juridiques, résilier les contrats, pour moi, ce n'est pas possible pour 2 raisons. 1, on est en présence d'un cas de force majeure, puisque ce n'est pas la faute des acteurs. Et 2, ça servirait à quoi? Très franchement, ça servirait à quoi de résilier les contrats? C'est quoi l'alternative? Aucune. C'est-à-dire que si on est producteur et qu'on se dit mon éco-organisme ou mon organisme collectif ne remplit pas ses obligations, je vais me débrouiller tout seul. Je vais monter un système individuel. D'accord, d'abord, ça coûte extrêmement cher, mais surtout, le problème du fret reste identique puisqu'on a une réglementation au-dessus de nous qui nous dit pas de traitement de déchets dangereux à La Réunion, il faut l'exporter. Donc au jour d'aujourd'hui, on a des filières de déchets dangereux, donc c'est ce qu'il y a de pire, qui sont totalement bloquées à cause de politiques commerciales de compagnies maritimes. Alors, quelle ouverture, quelle perspective? Alors, la perspective, c'est de se rappeler de la Charte de l'environnement et de l'article 1246 du Code civil. La Charte de l'environnement, c'est, encore une fois, le principe pollueur-payeur. Alors, le SICR a fait des propositions pour essayer, essayer de trouver des solutions temporaires et alternatives pour gérer un peu le surstockage des déchets dangereux. Pour le moment, je ne vois rien bouger et je trouve pourtant que ces propositions sont bonnes. Pourquoi? Parce que la Charte de l'environnement dit que si on commet un préjudice écologique, s'il y a un dommage à l'environnement,
eh ben, tout le monde va être responsable. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi, la responsabilité, je ne la vois pas entre les producteurs, les éco-organismes. Moi, je la vois par rapport à une situation où aujourd'hui, il y a un danger. On sait que le fait de l'absence d'exportation des déchets dangereux crée des stocks de produits dangereux. Alors, M. Pince-Poche a montré comment c'était avant, c'est-à-dire avec la sécurité, puis surtout le fait qu'on savait que ces produits dangereux allaient partir rapidement, et puis maintenant commencer, puisqu'il y a un surstockage. Et le risque du surstockage, c'est quoi? C'est des dépôts sauvages, ça veut dire des infiltrations, la pollution des sols. On est sur un volcan, c'est très facile de polluer les sols de la Réunion. Donc, des dépôts sauvages, des filières illégales, on connaît très bien Madagascar, avec les piles, les batteries qui partent comme ça en loose day. Heureusement que les douanes sont là. Et puis enfin, des risques d'incendie et de vol. Et si la catastrophe se passait, si effectivement, parce qu'il y a du surstockage chez un garagiste ou un incendie dans un supermarché parce qu'il y a eu un problème de surstockage de piles, là, on aura la charte de l'environnement qui s'appliquera, et la charte de l'environnement, c'est vous payez. Et vous payez tellement que maintenant, on a un article 1246 du Code civil qui dit que s'il y a, alors on ne parle plus d'activité professionnelle, on dit toute personne, ça veut dire administration, particulier, société, toute personne qui commet un dommage à l'écologie, un préjudice écologique, crée un préjudice écologique, doit le réparer. La prescription, c'est 10 ans. C'est-à-dire que là, on a un garage qui flambe, des morts, mais on peut envisager le pire, je pense qu'il faut le dire. Parce le pire n'est jamais certain. Oui, le pire, mais est-ce qu'on joue? Alors, je ne dirais pas est-ce qu'on joue à la roulette russe. Moi, je ne suis qu'une simple avocate. Je vois des clients, puisque j'accompagne encore une fois des éco-organismes et des organismes collectifs depuis 2008. Ici, à La Réunion, on vient me voir et on me dit, mais Maître Kayat-Tissier, s'il y a un problème, qui est responsable? Comment on fait? Parce que quand on commet un préjudice écologique, ce sont les associations écologiques qui sont en droit de venir vous voir et de faire une action contre vous. Et le principe, c'est que vous devez réparer. Mais réparer comment? Puisque justement, on ne peut plus rien faire par rapport aux déchets. C'est-à-dire qu'au compte-gouttes, on a des déchets dangereux qui partent. Mais encore, c'est au bon vouloir de la compagnie. Puis surtout, la compagnie, il ne faut pas trop s'énerver contre elle, parce que sinon, elle risquerait de dire maintenant j'arrête. Parce que la Réunion, comme vous le disiez si bien, c'est pas intéressant financièrement. Les déchets dangereux, c'est ennuyeux parce qu'il faut demander des consentements, autorisations. Il y a tout un système administratif qui est extrêmement contraignant. Et là, la question, c'est est-ce que maintenant, il ne faudrait pas justement écouter le SICR qui a quand même une habitude depuis des années et des années, puisque le SICR, en fin de compte, c'est un facilitateur. C'est celui qui, alors je dirais créer les éco-organismes à La Réunion, c'est pas vrai, mais en tous les cas, qui a aidé à leur installation, qui est là et qui écoute, et se dire, oui, effectivement, on doit prendre des mesures transitoires, des mesures rapides, mettre en place une cellule de crise pour qu'au moins on ne puisse pas venir nous chercher, non pas entre nous, mais par rapport à cet article 1246 du Code civil, que des associations écologiques ne viennent pas. Et là, ça sera vraiment très grave, parce que tout le monde sera responsable, la région, le préfet, en tous les cas l'État, et puis tous ceux qui n'auront pas voulu s'asseoir autour d'une table pour dire maintenant on arrête, d'accord, on a ces problèmes avec ces compagnies maritimes, on essaie de trouver des pis-aller pour au moins ne pas créer un préjudice écologique. Et de situation irréversible. Bon, très bien. Écoutez, on était parti sur de l'optimisme ce matin. Non, mais en plus, je suis très inquiet parce que je vois Christine Vignon qui va prendre la parole dans un instant et depuis un quart d'heure, elle opine du chef comme ça. Donc, elle est absolument d'accord avec tout ce que vous dites. Je vous donne la parole dans un instant. Rika Barret, je voulais rebondir sur l'intervention de Annie Kayat-Tissier. D'abord, pour dire que Madame a tout à fait raison sur les déchets dangereux et la SICR qui travaille et a alerté d'ailleurs le gouvernement il n'y a pas longtemps. Donc, sur les déchets dangereux, très clairement, il y a le sujet compagnie maritime, monopole, etc. Mais peut-être juste pour citer un point, peut-être pas d'optimisme, on mesure les paroles, mais juste pour rappeler quand même que sur le livre bleu Outre-mer de 2018, il y avait, je cite, la volonté de planifier des stratégies régionales qui fixeront une date à partir de laquelle certains déchets ne devront plus être exportés vers l'Hexagone, mais traités localement.
Les éco-organismes accompagneront cette ambition. Et le point 2 du livre bleu, qui dit qu'il y a un engagement du gouvernement de déroger au droit commun européen en ouvrant et encadrant la possibilité d'exporter des déchets vers les pays non membres de l'OCDE. Ah. Voilà. Donc ça, c'était dans les livres bleus qui a fait... Et je crois, à vous écouter, que ça n'a pas bien avancé. Et ça ne place pas davantage la Réunion sur la route de destination de ces pays. Merci Erika Barège pour ces précisions. Christine Vignon, vous êtes loin et je vous vois depuis tout à l'heure trépigner. Donc je disais, le PNTTD, c'est vous qui délivrez des notifications. Alors j'avais noté, souligné, valable 1 an, peut-être que c'est un point qu'on abordera, pour le transfert transfrontalier des déchets dangereux et toute autre formalité qui facilite le transfert des déchets. Sur tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, notamment en matière réglementaire, quelle est votre position et est-ce que vous voyez un peu de lumière au bout du tunnel ? Alors, il faut toujours voir un petit peu de lumière au bout du tunnel, il faut toujours rester positif, mais c'est vrai que, je vais essayer d'être très synthétique parce que beaucoup de choses ont déjà été dites et moi, je vais intervenir sur les aspects effectivement juridiques, un petit peu techniques aussi, mais je vais reprendre, effectivement, je vais dans le sens de Madame Kayat Tissier qui s'est exprimée avant moi, c'est-à-dire qu'on a un cadre réglementaire international qui est la Convention de Bâle. Donc, cette Convention de Bâle, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit on contraint les pays OCDE, pour faire synthétique, à ne pas envoyer leurs déchets dangereux vers les pays tiers non OCDE. Donc ça, c'est le cadre international. Ensuite, on a un cadre OCDE qui permet des échanges plus fluides, plus souples et facilités, donc un peu plus permissifs de ces déchets dangereux uniquement entre pays OCDE, mais toujours dans le respect de la Convention de Bâle. Et enfin, on a la déclinaison de la Convention de Bâle et de la décision OCDE au niveau du règlement de l'Union européenne qui reprend tout ça et qui confirme qu'effectivement, il n'est pas possible aujourd'hui d'exporter des déchets dangereux, que ce soit pour élimination ou valorisation, et c'est très important, vers des pays tiers non OCDE. Donc voilà, le cadre juridique, il est là, il est ce qu'il est. Mais on ne peut pas y déroger et ce sera, on parlera un petit peu avec un peu plus d'optimisme peut-être vers les possibilités d'assouplissement ou des voies d'amélioration, mais de toute façon, il est impossible d'envoyer des déchets dangereux, que ce soit pour valorisation ou élimination, vers des pays tiers non OCDE. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point concerne effectivement ce qui a été dit sur les compagnies maritimes, c'est-à-dire, je vais vous faire juste un bref historique. Sur la Réunion, en général, quand on a des transferts entre, que ce soit Mayotte ou la Réunion et la métropole, on a en général 8 autorités compétentes de transit. Donc, on a pays expéditeur, la France, donc pays destinataire, la France, et entre les deux, pays de transit. Et parmi ces pays de transit, nous avons des États membres qui sont, eux, soumis à des règles visées par le règlement européen avec des délais de réponse de 30 jours quand on leur envoie le dossier de notification. Mais vous avez également des pays tiers non OCDE, l'Afrique du Sud, Madagascar, Maurice, qui, eux, sont soumis à la réglementation de la Convention de Bâle avec des délais de réponse beaucoup plus longs, de 60 jours. Ces pays-là souhaitent d'ailleurs délivrer des consentements explicites, donc ils ne font pas de consentement tacite. Ils disent, nous, une fois qu'on reçoit votre dossier, on délivre un consentement explicite, et c'est une fois qu'on aura délivré notre consentement explicite que les transferts pourront commencer. Alors, excusez-moi, pour bien vous comprendre, c'est un peu comme un pilote qui fait un plan de vol. Si j'ai un bateau que je vais exporter des déchets, je fais un plan de route maritime, je vous sollicite et vous demandez les autorisations, c'est ça ? Voilà. Alors, entre autres, vous faites un plan de route maritime, effectivement, mais vous faites aussi le détail du type de déchets que vous allez envoyer, du type de traitement qu'il va subir et du pays vers lequel il sera destiné à être traité. Voilà, en gros, les 4 paramètres importants à prendre en ligne de compte.
Donc, en fait, ça, c'est ce qui se passait avant, avant la crise, on va dire, je crois en 2019. On avait ces 8 pays de transit, donc entre la Réunion et puis la métropole, qui donnaient leur avis. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, à part Madagascar, Maurice et Afrique du Sud, pour lesquels on a eu un petit peu, voilà, des fois des difficultés, on est intervenu pour les relancer, pour leur dire écoutez, essayez de respecter les délais parce qu'on a tel et tel problème. Bon, mais c'était vraiment circonscrit à ces 3 pays-là. Pour le reste, c'était des États membres. On avait le Portugal, l'Italie, l'Espagne, et donc ça ne nous posait pas vraiment de problème puisque les délais sont beaucoup plus restreints pour avoir une réponse de la part de ces États membres. Et puis, bon, en dehors du fait qu'il y a des taxes et il y a des frais pour le notifiant, pour l'exportateur à régler, bon, globalement, ça se passait plutôt bien parce qu'en général, quand on envoie le dossier de notification à ces pays-là, on sait qu'il est bien construit, il est bien consolidé, on a tous les compléments, donc il est complet. Il n'y a pas de vice de procédure possible. Voilà. Non, voilà, normalement, ça se passait bien. On avait des contraintes par rapport, comme je vous dis, à ces 3 pays de transit, pays tiers non OCDE, qui posaient un petit peu plus de problèmes. Et on a essayé de développer, comme vous le savez, en fait, avec le point focal, donc avec la diplomatie, des échanges pour voir dans quelle mesure on aurait pu leur demander, un petit peu les solliciter pour qu'ils réduisent leur délai de réponse en deçà de ces 60 jours, ou au moins qu'ils répondent vraiment dans ces 60 jours. Bon, ça, c'était compliqué, mais voilà, c'était une piste qu'on a vraiment creusée et sur laquelle nous avions avancé. Sauf qu'il y a eu Covid, et puis depuis 2020, la situation n'a fait qu'empirer, c'est-à-dire que maintenant, les compagnies maritimes demandent absolument, obligatoirement des consentements écrits, explicites, et elles demandent à ce que des itinéraires bis, incluant de nouvelles autorités compétentes de transit, comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, l'Inde, le Pakistan, enfin, donc en gros, on doit rajouter à ces 8 autorités compétentes de transit encore une dizaine d'autorités compétentes de transit. Donc on se retrouve avec des dossiers, vous imaginez, de 8 à 18. Double travail. Et du coup, il faut refaire complètement la procédure parce que les pays qui avaient, pour le coup, qui n'avaient pas été sollicités sur l'itinéraire premier, vont devoir l'être sur un second itinéraire et elles demandent toutes qu'on redépose un dossier, c'est-à-dire qu'on recommence la procédure depuis le départ. Ce qui constitue une charge de travail, comme vous pouvez imaginer, très lourde pour nos équipes. Très complexe, très coûteuse aussi pour l'expéditeur et qui nous complique énormément le travail sans qu'on sache vraiment pourquoi ce besoin vraiment de disposer de toutes ces autorisations et de tous ces consentements explicites de la part des compagnies maritimes. C'est kafkaïen. Donc en fait, nous, alors, je ne sais pas si c'est le moment d'échanger sur les questions qui nous avaient été envoyées, puisqu'on a eu pas mal de questions justement sur le plan juridique pour voir comment on pouvait se sortir de cette situation administrative très contraignante. Si, c'est le moment, on vous écoute, bien sûr. Voilà. Alors, si je reprends un petit peu les questions, la première c'était est-ce qu'on peut faire des notifications avec des itinéraires qui ne soient pas figés, c'est-à-dire avec un itinéraire bis? Oui, je viens d'y répondre, effectivement. C'est tout à fait possible. On a le cas, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près une 50aine de dossiers de notification par an pour la Réunion. Donc, là, il a fallu refaire quasiment tous les dossiers dans l'urgence, en fait, cet été, pour pouvoir aider à accompagner les notifiants leur permettant de répondre à ces nouvelles contraintes qui ont été fixées par les compagnies maritimes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, la réponse, bien sûr, elle est oui, mais toujours, il faut prendre en compte le fait que quand on intègre un nouvel itinéraire bis, on intègre plein de pays de transit. Ces pays de transit, la plupart d'entre eux, ce sont des pays tiers non OCDE, donc on est obligé d'intégrer une réponse qui n'arrivera probablement pas avant 60 jours à compter de la date à laquelle on a envoyé le dossier. Donc oui, mais grosse contrainte.
La deuxième question, c'était est-ce qu'on peut augmenter la durée de validité d'une notification? Alors aujourd'hui, la durée d'une notification, c'est 1 an. Alors, 1 an par la Convention de Bâle. C'est une contrainte qui est, Convention de Bâle, c'est une convention internationale, on ne peut pas changer le texte de la Convention de Bâle. La Convention de Bâle dit c'est 1 an maximum. Il y a une marge de manœuvre pour les pays OCDE et pour les États membres de l'Union européenne qui permettrait de consentir sur 3 ans. Mais comme on l'a vu, la plupart des autorités compétentes de transit étant des pays non OCDE, non membres de l'Union européenne, on reste sur cette configuration obligatoirement de 1 an du consentement, la durée maximum qui peut être accordée. Au-delà de 1 an et 1 jour, c'est-à-dire que le bateau ne prend pas la mer ou il est hors la loi. C'est ça. Le consentement est accordé sur 1 an. Il ne peut pas prendre la mer au-delà de 1 an. Et pardonnez-moi une dernière question, il faut qu'il soit parvenu à destination dans les 1 an ou il faut qu'il soit parti à minima 1 an avant la date d'expiration d'autorisation? Alors, la position française était que, bon, avant qu'il y ait toute cette évolution récente avec les ajouts des autorités compétentes de transit, nous, notre position, c'était de dire, on sait qu'il y a à peu près 1 mois, 3 semaines à 1 mois de délai entre le départ depuis la Réunion et puis l'arrivée en métropole. Donc, ce qu'on avait accepté, c'était le bateau peut partir à la date du dernier départ sur le consentement. Il arrive 1 mois plus tard et on est d'accord pour qu'il y ait ce délai un peu supplémentaire, cette souplesse qui soit introduite. Tolérance, malheureusement, maintenant, ce n'est plus le cas puisque les compagnies maritimes, elles ne le souhaitent pas. Elles sont revenues là-dessus en nous disant non, le bateau doit arriver en métropole dans les clous. Voilà. Si le dernier départ, c'est la date de dernier départ, je vous dis, voilà, c'est le 9 septembre ou c'est le 28 septembre, le bateau doit arriver le 28 septembre en métropole. Voilà. Alors que nous, il pouvait partir mi-septembre pour arriver mi-octobre en métropole et les déchets être traités à ce moment-là. Donc maintenant, c'est interdit, les compagnies maritimes ne le souhaitent plus. La troisième question portait sur les autorisations préalables écrites. Est-ce qu'on aurait pu demander des autorisations écrites préalables à des pays de transit? Alors, c'est déjà tellement… Alors, réglementairement, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas prévu par la loi, ni par la Convention, ni par la décision OCDE, ni par le règlement européen. Donc, c'est non. Et puis, on voit que c'est tellement déjà difficile d'obtenir des consentements écrits de la part des pays de transit qu'on n'imagine même pas on n'imagine même pas une évolution possible de toute façon dans ce sens-là, dans le sens d'une autorisation préalable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a essayé au niveau de, quand on a des COP, tous les 2 ans, on a des COP au niveau de la Convention de Bâle, donc tous les pays partis à la Convention de Bâle se réunissent. On a essayé, avec l'aide de la Commission, de faire évoluer les choses en matière de transit. Mais on a des réactions vent debout, surtout de la part des pays d'Afrique, un certain nombre de pays d'Afrique, qui refusent absolument d'introduire une souplesse par rapport à ces histoires de transit, parce qu'ils gardent en mémoire des affaires dramatiques du Probo Koala. Voilà. Donc, ils sont un petit peu campés sur leur position en disant non, on ne veut rien toucher en matière de transit. Ce qui existe dans la Convention, ça nous convient parfaitement. On veut être sollicité, même si on ne répond pas, on répondra de toute façon plus ou moins dans les délais. On ne veut rien changer. Donc, il faut trouver des solutions, des stratégies pour essayer de voir comment on pourrait arriver à négocier et à les convaincre de faire évoluer leur position. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, on va vous laisser la parole sans vous interrompre parce que l'heure tourne. Et si vous avez des compléments à apporter. Moi, j'ai juste une question de Béotien. Pardonnez-moi, les autorisations des pays que vous contactez, c'est pour faire des escales dans leurs installations ou c'est juste pour traverser leurs eaux territoriales ? Alors, en fait, la plupart des pays considèrent qu'à partir du moment où on touche leur port, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas la considération de je charge, je décharge, je touche le port, eh bien, ils sont autorités compétentes de transit et donc,
ils doivent être sollicités pour donner un avis. Ok, bon. Certains excusez-moi, certains pays pourraient même aller plus loin, mais en tout cas, la Convention de Bâle l'autorise. La Convention de Bâle, elle dit quoi? Elle dit, même dans le cas où un bateau traverserait simplement vos eaux territoriales, votre ZEE, il pourrait être considéré comme autorité compétente de transit, même s'il ne touche pas le port. Et ce qu'il faut savoir, c'est que récemment, on a des compagnies maritimes qui nous ont dit « Ah ben nous, on veut l'avis, non pas seulement l'avis d'une autorité compétente de transit, par exemple d'Italie, on veut l'avis de tous leurs ports. » Donc, ce n'est pas simplement… les compagnies maritimes veulent aller encore plus loin et avoir l'avis des ports concernés ou potentiellement concernés par leur trajectoire, leur itinéraire, et pas seulement l'autorité compétente, ce qui pour nous est de toute façon n'est juridiquement c'est renversant. C'est impossible, déjà que c'est compliqué avec les autorités compétentes de transit. Vous imaginez en Italie le nombre de ports potentiels qui sont potentiellement même pas touchés, hein, simplement contournés, enfin voilà. Du coup, ça nous complique. Donc, les perspectives auxquelles on réfléchit, c'est… Oui, s'il vous plaît, oui. Donnez-nous un peu de soleil. Il y en a deux. Voilà, il y en a deux. La première, ce serait de se dire, eh bien, au niveau de la réglementation européenne, on est dans le cadre d'une révision de notre règlement. Et nous, ce qu'on voudrait essayer de voir peut-être évoluer, c'est le fait qu'au moins, à minima, on ait des réductions de délai d'avis de la part des États membres, parce que comme on travaille au niveau d'un règlement européen, on ne peut se positionner que par rapport aux États membres. Donc, on demanderait à réduire les délais d'instruction des demandes, de 30 jours, peut-être les faire passer à, je ne sais pas, 15 jours, voilà. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, ce serait en cas d'ajout d'un nouveau pays de transit, parce que la compagnie maritime nous prévient au dernier moment que, bon, voilà, elle a rajouté Malte ou elle a rajouté le Portugal, ne pas avoir besoin de redérouler toute la procédure depuis le départ. C'est-à-dire que l'État membre accepte que, bon, dans le cas d'un transfert France-France, eh bien, il y a une certaine souplesse qui soit introduite et qu'on puisse finalement lui demander son avis sans recommencer toute la procédure dès le départ. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau européen. Et après, le deuxième niveau, qui est encore beaucoup plus compliqué, comme vous l'avez compris, ce serait de voir comment, au niveau de la Convention de Bâle, on pourrait trouver un moyen de faire évoluer un petit peu les choses en expliquant qu'il s'agit de transfert France-France et que dans ce cas-là, eh bien, on a un pays d'expédition qui est le même que celui de destination, et que toutes les garanties sont prises de toute façon, puisque le même pays étant complètement responsable, en cas de problème, eh bien, il pourrait intervenir très rapidement. Donc, ça constitue une garantie supplémentaire. Et comment on pourrait faire évoluer cette convention? Alors, non pas le cœur de la convention, parce que changer une convention, ça prend 20 ans. Enfin, le cœur d'une convention, d'un texte international, ça peut prendre 20 ans. Par contre, voir comment, peut-être dans les annexes de cette convention, on pourrait introduire cette souplesse-là. Mais encore une fois, le travail est énorme et puis on se mobilise. Mais voyez, notre volonté est très forte parce qu'on comprend bien les contraintes, mais on est soumis à l'avis de tous les autres États membres et aussi, dans un deuxième temps, de tous les autres pays qui sont partis à la Convention de Bâle. Voilà. Merci Christine Vigne, on compte sur vous, on a besoin de vous, donc continuez à faire avancer nos dossiers. Merci de tout cœur. Une réaction peut-être, alors on va revenir après sur le plateau, mais une réaction ici dans la salle. Et pour vous, Christine, qui êtes en visio, c'est Hervé Grimaud qui va prendre la parole ici. Il est de l'éco-organisme qui gère les... Bonjour madame, bonjour à tous. Ça fait quand même quelques années qu'on parle de ces difficultés. Ça fait quelques années que nous parlons de ces difficultés, ce n'est pas nouveau, que les compagnies maritimes internationales ont une taille qui fait qu'on ne résoudra pas le problème sur un coup de fil de monsieur le préfet. Et je comprends bien, et je remercie le PNTTD pour le travail qu'il fait, la souplesse qu'il essaye d'apporter, mais on ne fera pas non plus changer la Convention de Bâle dans les semaines et mois qui viennent. Je remercie au passage la DEAL aussi qui fait des efforts pour aider les opérateurs, aider les éco-organismes, les opérateurs à essayer de passer la situation dans laquelle nous sommes. Mais il me semble qu'il y a deux temps que je voudrais partager avec vous très rapidement. C'est aujourd'hui, on est dans une situation de blocage
où là, il va falloir qu'on trouve des solutions faites de briques et de broc, si vous me permettez cette expression, effectivement, un petit peu d'aide du PNTTD, un petit peu d'aide des DEAL, et puis peut-être 3 coups de fil de monsieur le préfet, peut-être d'un ministre de la République, auprès d'une compagnie qui va débloquer la situation. Mais je crains que ce soit momentané. On va faire que reculer pour mieux sauter, on va débloquer une situation qui devient insupportable, politiquement intenable, et donc à un moment donné, ça va finir par bouger un petit peu. Une compagnie va peut-être accepter temporairement de prendre en charge ces déchets. Ceci dit, la réglementation des déchets ne va pas aller s'assouplissant. C'est quand même des contraintes extrêmement lourdes, comme vient de le dire Madame Vignon. Et donc, je ne vois pas les compagnies évoluer fondamentalement sur le sujet. Sur le long terme, j'ai énormément apprécié votre discours, Madame la Ministre, Monsieur le Conseiller, qui nous ouvre des horizons. Il me semble que sur votre territoire, effectivement, qui est un territoire de l'OCDE, donc qui n'empêche pas de recevoir des déchets dangereux, s'il y avait ce courage que vous semblez avoir et que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire de dépasser ce concept du NIMBY, c'est-à-dire tout le monde a envie que les déchets soient traités, mais surtout pas chez soi, qu'on dépasse ça et que le territoire de la Réunion en bonne intelligence, et je ne crois pas que le territoire de la Réunion soit moins intelligent, moins engagé que celui des Caraïbes, je pense qu'il y a les mêmes gens avec la même bonne volonté, mais à un moment donné, comme le disait monsieur, il faut arrêter de parler, il faut y aller, on dit on y va. Et il me semble qu'effectivement, il y a peut-être là un momentum pour que les politiques, et je vois qu'autour de la table, il y a une sorte de transversalité de la position à travers le politique, saisissez que le territoire de la Réunion se saisisse du sujet, et il y a peut-être des installations de traitement des déchets dangereux à développer sur ce territoire, à condition d'accepter que des produits dangereux viennent d'autres territoires sur celui de la Réunion, et donc là, il y a peut-être effectivement, je dirais, des verrous à faire sauter. Mais tant qu'on ne les fera pas, effectivement, Madame Maître, vous disiez, on est condamné à envoyer en métropole, mais ce n'est pas la loi qui le fait. On envoie en métropole parce que nous n'avons pas d'installation locale. Et peut-être qu'avec le courage que vous semblez avoir, Madame, Monsieur, on a peut-être là une fenêtre de tir et le transport entre des territoires de proximité sera sans doute plus simple à mettre en œuvre pour les spécialistes du transport de fret. Et là, on a peut-être une solution à moyen terme. Alors on dit c'est du long terme, mais je pense que s'il y a de la volonté, il y a un chemin. Et s'il y a un chemin, il peut être plus rapide qu'on ne l'imagine. Voilà, merci. Merci Hervé Grimaud. Est-ce que le micro est dans la salle? Est-ce qu'il y reste? On va prendre peut-être encore une ou deux questions ou interventions avant de laisser la conclusion ici, au plateau. Vous avez été très timoré aujourd'hui. Je reconnais qu'il est un peu tard. Vous avez pourtant un plateau de choix. Je vous laisse vous présenter, cher monsieur. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Donc, Laurent Blériot, directeur général de Cycléa, donc un des acteurs qui contribue à l'exportation de matières, alors de produits non dangereux, qui correspond à peu près à 27 000 tonnes de produits exportés pour le compte du territoire. Une des thématiques peut-être qui n'a pas été abordée, qui pourrait correspondre à une solution à moyen terme, serait peut-être de pouvoir avoir une zone de stockage commune pour nos déchets. Aujourd'hui, chacune des structures dispose de ses autorisations préfectorales, indéales, de stockage. Et souvent, on le voit là, on l'a vu pendant le confinement. On l'a vu également donc, avec la problématique de transport, que nos sites arrivent à saturation et qu'on ne peut plus recevoir de matière. Simplement, en disant cela, ça ne fait pas disparaître la matière qui reste dans la nature, puisque les petits garagistes, je pense à eux pour les produits dangereux tels que les huiles usagées, ils ont besoin de faire fonctionner leurs entreprises et j'imagine difficilement aujourd'hui qu'ils conservent chez eux ces huiles qui terminent souvent, dans le meilleur des cas, devant les déchetteries. On en gère pour le compte du TCO, donc on retrouve souvent des huiles usagées posées pour les, on va dire, ceux qui ont une conscience environnementale. Ils ne veulent pas laisser ces déchets dans la nature. Ils viennent les déposer devant les déchetteries, ce qui déplace le problème, et au moins on peut récupérer ces matières. Mais la plupart du temps, j'imagine que ces déchets vont terminer, et encore aujourd'hui, dans les ravines pour les huiles, et notamment les champs de canne à sucre pour les batteries. On a vu, la presse a démontré il y a encore moins d'un mois qu'on avait plus de 150 batteries qui avaient été retrouvées dans un champ de canne. Ce qui risque à très court terme de provoquer des dégâts écologiques majeurs pour notre territoire. Et je pense qu'on doit avoir conscience tous ensemble de cela. Et qu'on doit trouver des solutions court terme et peut-être de pouvoir envisager une solution publique-privée de stockage donc, commun, avec des autorisations ICPE qui nous permettraient de répondre d'ailleurs à la problématique transport, puisqu'aujourd'hui on a moins de bateaux. Ça nous permettrait d'avoir des stocks tampons
le temps que les bateaux arrivent. Parce qu'aujourd'hui, c'est un compte à rebours qui est lancé à chaque fois qu'on reçoit de la matière et qu'on doit la transporter. On a parlé du coût du fret qui augmentait, qu'il y avait moins de bateaux. Mais sachez aussi que les compagnies maritimes réduisent ce qu'on appelle le temps de dépôt sur le port. Il est passé par exemple de 21 jours à 7 jours, et quand on vous laisse 7 jours pour déposer de la matière, enfin on vous laisse des autorisations de 7 jours sur le port, ça ne permet pas de pouvoir rapatrier toute cette matière avec des frais de déchargement qui sont très élevés, et ça conduit à une augmentation de ces coûts. Et je rappelle que ce sont des produits à très faible valeur, donc on a des volumes importants. Quelqu'un dans l'assistance a rappelé tout à l'heure que c'était le 2e produit exporté après le sucre. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, ces produits ne sont pas vendus au prix du sucre. Et qu'il faut ensuite trouver des exutoires. Donc en Europe, le territoire est vertueux de ce côté-là, puisque la plupart des déchets non dangereux sont réexportés vers l'Europe, de façon à garantir une traçabilité pour le territoire et de montrer que notre territoire est exemplaire sur ce plan-là. Mais ça coûte beaucoup plus cher d'exporter de la matière vers l'Europe que de l'exporter vers l'Asie. Voilà. Cher Laurent, est-ce que vous auriez une petite idée de l'endroit où on pourrait imaginer le plus proche possible de la zone de départ, à savoir le port maritime. Donc l'idée serait de pouvoir travailler ensemble à mettre en place cette zone de stockage. Je pense que tous les acteurs du déchet seraient, je pense, favorables à ce type de mesure. Merci Laurent. Une main se lève pour... allez, on prend encore une intervention ou deux. Et on va revenir sur le plateau après pour une conclusion. Vous avez sans doute tous des obligations et besoin mais c'est tellement passionnant qu'on peut y passer la soirée. Donc on se donne encore une dizaine de minutes si cela vous va, mesdames, messieurs. Elle sera très courte et on a juste besoin d'un agenda. Laurent, merci pour cet outil qui serait un des outils, je dirais, à très court terme pour gérer la crise. Donc cette zone temporaire de stockage des conteneurs. Je ne me suis pas présenté, David Pince-Poche. Donc je m'occupe des filières batteries, pneus et VHU. Et effectivement, en ce moment, ce qui est tendu, c'est les batteries. Et comme le dit M. Grimaud, il y a 2 temps, il y a maintenant et après. Et maintenant, c'est une réponse. Et avec d'autres acteurs qui ne sont pas là pour l'instant, même si on a eu un représentant du monde maritime, on aimerait bien que pour notre réunion de travail de crise, on ait aussi les compagnies maritimes pour entendre leurs contraintes, qu'elles puissent s'expliquer dessus et travailler tous ensemble. Donc, comme on est là au grand public, c'est le moment de se dire... C'est quand la prochaine réunion de travail? Moi, je suis prêt. Vous me dites à partir de jeudi, de vendredi. Et je pense que les autres opérateurs aussi. Voilà, si on peut se prendre cette date maintenant pour éviter de reporter encore à quelques semaines, puisque là, ce qu'on disait ce matin, on ne peut plus attendre ni dans les garages, ni dans les différents points de vente. Et la nature n'attend pas non plus. Merci. Merci, David. Fabrice Waro, avec un micro. Non, normalement, n'y touchez pas. Ils vont vous reconnecter. C'est bon. Merci, monsieur. Il est allumé. Pour répondre à la demande du directeur général de Cycléa, il y a quelques semaines, la région a voté une délibération en commission permanente pour lancer une étude justement pour l'implantation d'un site de stockage des déchets dangereux. Je ne sais pas exactement où ça en est là, parce que bon, on ne suit pas tout jour pour jour, mais je sais que cette étude est lancée. Et qu'on va bientôt, j'espère très rapidement, parce que vous savez que la France est la spécialiste des études. Donc il faut une étude pour savoir où implanter et dans quelles conditions, parce que vous savez qu'il y a plein de contraintes autour d'un tel site. Madame l'avocate disait tout à l'heure, il y a, oui, effectivement, beaucoup de contraintes. Il risque d'avoir, si vous l'implantez à moins de 500 mètres d'habitation, vous risquez d'avoir une association qui risque de venir et dire non, je ne veux pas. Enfin bon, plein de contraintes. Donc il y a une étude menée actuellement pour implanter un site de stockage de matières dangereuses à La Réunion. Enfin, de déchets dangereux à La Réunion. Voilà, donc je pourrais m'enquérir ou demander aux services de la région s'ils ont du nouveau là-dessus. Mais en tout cas, on va très rapidement avoir un point là-dessus et pouvoir vous renseigner. Bon, le message est passé, donc on sait qu'il est parti entre de bonnes oreilles. Éric Abaret, je voulais dire bondir, non. Alors je vais laisser la parole peut-être au mot de conclusion à Christophe Debos. Il y a encore une intervention? Avec plaisir, monsieur. 2.
Allez, on les prend dans l'ordre. Monsieur. Oui, bonjour, Alexandre Gourbin, responsable export chez Cycléa. Par rapport au début de cette table ronde, on a parlé des fonds FEDER et des subventions au fret concernant l'exportation des déchets. Dispositif effectivement qui est mis en place dans la zone Caraïbe. Dispositif qui pourrait être mis en place à La Réunion. Ma question est plus par rapport aux personnes de la région, savoir si ce dispositif pourrait être mis en place et les fiches actions pouvaient être mises en place au même titre que la zone Caraïbe, afin de ne pas créer de distorsion entre les deux territoires. Alors, je crois qu'il y a dans la salle quelqu'un qui peut répondre, qui s'est présenté tout à l'heure comme étant personne ressource, responsable du guichet unique entreprise, Jean-François Galdin. Il est là. On va lui donner le micro. Oui, bonjour. Donc oui, pour revenir à cette question, effectivement, donc comme l'a rappelé Monsieur Waro en début de table ronde, aujourd'hui on a un dispositif de compensation de surcoût, d'aide financière compensation de surcoût, qui malheureusement exclut l'importation ou l'exportation de déchets. Aujourd'hui, la fenêtre de tir qui est la nôtre aujourd'hui pour définir un nouveau cadre, c'est la nouvelle programmation donc européenne pour la période 2021-2027. Donc aujourd'hui, en termes de calendrier, on a une programmation européenne pour cette période qui n'est pas encore déposée à la Commission. Donc il y a tout un travail justement à mener pour la déclinaison des différents dispositifs. Et aujourd'hui, la fenêtre de tir, elle est celle-là. Effectivement, s'il y a une volonté au niveau régional d'aller sur un soutien à ce niveau-là, donc il faudra la caler sur cette programmation-là. Merci. Et il y avait une autre intervention. Alors, je signale juste que, pardon, hein, il va peut-être m'en vouloir, Bernard Grolier est là, il écrit pour les Échos, il y aura sans doute un papier en ligne sur le site des Échos, peut-être qu'il y aura un relais de vos messages, en tout cas on le souhaite, et quand ça monte, parfois ça redescend. Monsieur. Bonsoir à tous, Laurent Lambert, en fait je représente un groupe qui est acteur dans l'environnement à La Réunion, et notamment d'une nouvelle filière pour le stockage et le pré-traitement des déchets industriels dangereux. Donc nouvelle filière qui est ouverte il y a quelques jours, donc qui va offrir quelques capacités supplémentaires pour le territoire, mais qui ne va pas résoudre toute la problématique existante. Donc j'entends de très bonnes choses et des vœux pieux, notamment sur une politique stratégique à long terme avec de très très bonnes choses. J'entends des dispositifs à moyen terme qui sont des très bonnes pistes de réflexion. J'entends aussi des solutions court terme pour le stockage de certains types de déchets, mais qui ne me semblent, moi, pas adaptés en tout cas à la problématique des déchets dangereux. Donc ce sera au service de l'État, bien entendu, de valider une éventuelle autorisation pour une concentration particulière de déchets dangereux, mais ça ne va pas résoudre le problème. C'est-à-dire que le territoire est dynamique et nous-mêmes, en tant qu'acteurs privés, on offre des capacités et on œuvrait pour offrir des capacités supplémentaires au territoire pour stocker des déchets dangereux. Maintenant, à très court terme, ces déchets, il va falloir les exporter. Moi, j'ai pas de... Alors peut-être que vous avez des informations qu'on n'a pas, nous, au niveau privé, mais est-ce que vous avez des retours concrets, des actions politiques menées, je ne vais pas dire contre les compagnies, mais de commun en tout cas avec les compagnies maritimes. On entendait aussi l'entrée d'une nouvelle compagnie maritime dans le jeu des déchets dangereux à La Réunion, notamment peut-être la CMA, suite au passage du président de la République sur Marseille. Est-ce que vous avez des retours là-dessus ? Parce que c'est la seule solution à court terme. À très court terme, c'est la seule. Si c'est à moi que vous posez la question, je ne peux que renvoyer le bébé là, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus d'écho et d'éléments à vous apporter. Donc la question est lancée, peut-être que le SICR de son côté pourra se renseigner, vous faire un retour. Christophe Debouze, qu'est-ce que vous inspire tous les échanges que nous venons d'avoir ? Et allez, redonnez-nous un peu de souffle, là, un peu de... Oui, il va transporter, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors en fait, deux angles. Le premier, c'est au fond, le déchet est une matière première qui s'ignore. Et si on transformait effectivement le statut du déchet pour en faire une matière première, peut-être que les choses changeraient. Enfin, je dis ça, c'est un peu un vieux sujet. Avant de l'exporter, vous voulez dire ? Pardon ? Avant de l'exporter ? Oui, par exemple. Oui, bien voilà. sûr. C'est une matière première comme une ressource. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi la COI ne s'empare pas du sujet ? Enfin voilà, je plante un peu je dirais non pas le couteau, mais je pense que c'est un vrai sujet. Si on veut vraiment demain créer des filières à l'échelle régionale, transformons le statut. Et ça, c'est un sujet que vraiment peut s'emparer, dont la COI peut s'emparer. La présidence française est également en cours. Voilà, c'est un sujet d'urgence, c'est un sujet à élever à l'échelle régionale. Enfin, il y a une opportunité très claire à prendre. Oui, c'est un bel outil. Voilà. Premier point, en tout cas, le statut du déchet versus statut matière première.
Ensuite, s'agissant d'une solution, effectivement, tout le monde regarde les compagnies maritimes, CMA, MSC, etc. Mais elles ont leur stratégie, et confère mon propos du début. Où se trouve la souveraineté régionale? Où se trouve notre capacité à gérer nous-mêmes nos problèmes sans attendre effectivement que les autres ouvrent un œil? Alors bien sûr, ça peut sonner un sentiment de révolte ou d'identité. Enfin, voilà. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est si on veut être maître de son développement, il faut se donner les moyens de son développement. Alors, plus fortement, c'est un sujet effectivement qui est proprement dit régalien. Et à qui de prendre la main, selon vous? Eh bien, moi, je pense que le sujet, il est sur la table de pas mal de personnes. Il suffit simplement qu'on partage la même table. Et je le dis ouvertement, si on arrêtait de faire des études et si on se mettait au boulot pour trouver une solution commune, je suis un peu provocateur, mais ça fait depuis maintenant pas mal d'années que je connais la région, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine du maritime, des bateaux on en trouve, des conteneurs aussi, des acteurs qui sont prêts à investir, on en trouve aussi. Il faut seulement un bon projet, et des projets, il y en a. Donc je repose la question, de qui aimeriez-vous recevoir un coup de fil pour vous inviter à cette réunion? La région, par exemple. Voilà. C'est tout. La main est tendue. Le message est passé. Voilà. Mais disons que, comme disait effectivement vous, mesdames, sur l'aspect réglementaire, quand je disais tout à l'heure que les choses étaient simples, effectivement, c'est compliqué quand on regarde les choses sous cet angle, évidemment. Maintenant, à l'époque, quand je dirigeais Maersk à La Réunion, des dangereux, on en transportait à chaque escale. Ça ne posait pas plus de problèmes que ça. Simplement respecter, bien sûr, et le numéro 1 mondial devait montrer l'exemple, donc il n'y avait pas plus draconien que le respect des règles. Mais pour autant, s'il s'agit de desservir la France directement depuis La Réunion, en passant par Mayotte par exemple, peut-être que les choses seraient peut-être plus simples. Voilà, merci. On termine là-dessus. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Christine Hamès. Merci à vous ici, présents sur le plateau. Je vous garde juste 2 minutes. Je sais que Fabrice, Annie, qui nous recevait aujourd'hui, avait un petit mot à nous dire pour terminer cette journée. Est-ce que vous voulez bien nous rejoindre, Président? Et je vais aussi appeler toute l'équipe, tiens, parce qu'ils ont fait vraiment un travail de fou. Hein. Ils sont terribles. Vous pouvez les applaudir. Alors Valérie, c'est la chef de file. Je vais appeler Marina, Sandrine, Gaëlle, Élise, Stéphanie, Chloé. Je vais appeler Christiane Albert aussi. Et comme il y a une Sandrine, il y a aussi un Sandrino. Allez, rejoignez-nous tous. Vous allez faire une jolie petite photo de famille après la prise de parole de notre président. Je vous libère la place. Venez là, allez. Venez. Alors normalement, quand c'est au César, il y a de la musique, mais là, on n'a pas prévu. Donc on presse le pas. Attention à la marche. Et après, vous pourrez enlever vos masques parce qu'on va faire une jolie photo. Président, c'est à toi. À vous, oui. Pardon. Alors tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de nos interlocuteurs avec un débat de qualité. Je tiens quand même à dire un petit mot par rapport à la problématique des transports, du transport des déchets dangereux. Me concernant, j'ai déjà eu plusieurs réunions avec le SGAR et d'autres personnes. Et on se pose souvent la question, mais que font les compagnies maritimes? Alors, il faut savoir que le siège social de MSC se trouve à Genève. Donc, ce n'est pas une entreprise française. Voilà. Concernant CMA, CGM, apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y aurait peut-être un projet au mois de novembre, au mois de décembre, de venir en renfort de MSC pour la problématique des déchets dangereux. Mais on est encore dans une hypothèse. Voilà les informations que j'ai eues de la part du SGAR. Autrement, je tiens à remercier également toute mon équipe.
Voilà, donc Valérie, notre secrétaire générale. Je tiens aussi à remercier Christiane Albert, qui a été délégué général pendant un nombre d'années important et qui a pris sa retraite au mois de décembre, mais qui reste en soutien au sein du SICR. Et je remercie également l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs, parce qu'on a quand même un collaborateur, Sandrino. Parité chez vous, hein, je trouve. Voilà. Hein. Excusez-moi, mais c'est limite. Hein. Voilà. C'est tout. Ben, merci à vous. Merci à tous. On va faire une photo de famille. La journée est terminée. Elle a été longue. Je pense qu'elle a été très, très riche. Rentrez bien. Soyez prudents sur la route. Et on se retrouve peut-être bien avant les 2 ans traditionnels. Merci à tous. On fait une photo ? Allez, c'est moi qui vous prends en photo.